Le livre des bêtes, histoire d'un cheval, par Léon Tolstoï. Le firmament semblait s'éloigner de la terre, l'aube blanchissait à l'orient, sous sa clarté grandissante, les gouttelettes de rosée prenaient des reflets argentés. Le croissant de la lune pâlissait d'un instant à l'autre, et 1000 bruits s'éveillaient dans la forêt. Les hommes commençaient à se lever. Dans la cour de la maison seigneuriale, on entendait les chevaux renâcler, piétiner sur la paille et se quereller avec des hennissements aigus. « Oh, tu as faim? Tu as bien le temps !» cria le vieux gardien du haras en ouvrant vivement la porte cochère qui grinçait. « Où vas-tu ?» fit-il en levant son fouet comme pour frapper l'espiègle pouliche à laquelle il s'adressait et qui s'était précipitée vers la porte. Nestor, le gardien du haras, portait une casaque serrée d'une courroie garnie de métal. Il avait le fouet derrière l'épaule et un morceau de pain dans un linge à la ceinture. Il tenait à la main une selle et une bride. Les chevaux n'hurlèrent ni émus, ni offensés par le ton railleur du gardien. Ils firent semblant de ne pas s'en apercevoir et s'éloignèrent lentement de la porte. Seule une vieille jument bai foncé, à la crinière longue, coucha ses oreilles et tourna vivement sa croupe vers Nestor. La pouliche qui se tenait derrière et que ce mouvement ne visait pas le moins du monde, se mit à hennir et profita de l'occasion pour lancer une ruade au premier cheval qui se trouva à la portée de ses sabots. « Oh !» cria le gardien d'une voix encore plus forte et plus sévère. Il se dirigea vers le coin de la cour où, seul du haras d'environ 100 chevaux, un vieil hongre pie se tenait tranquillement à l'écart sous l'auvent, et les yeux à demi clos, sans impatience comme sans émoi, léchait les poutres en chêne du hangar. Occupation qu'il ne trouvait évidemment pas sans quelque charme, car il s'y adonnait d'un air pensif et recueilli. « Vas-tu finir ?» lui dit toujours sur le même ton le gardien en s'approchant de lui et en posant sur un tas de fumier la sellette et le feutre luisant de crasse sur lequel on mettait la sellette. Le hongre s'arrêta et sans bouger regarda longuement Nestor. Il ne manifestait ni mauvaise humeur ni colère, il remua seulement le ventre, soupira tristement et se détourna. Le gardien lui passa le bras autour du cou et lui mit la bride. « Eh bien, qu'as-tu donc à soupirer ?» dit Nestor. « Ce n'est rien, Nestor. » Nestor lui posa sur le dos le feutre et la selle, sur quoi le cheval coucha ses oreilles, sans doute pour exprimer son mécontentement. Mais Nestor le traita de vaurien et serra les sangles. Le hongre gonfla son ventre, mais le gardien lui mit un doigt dans la bouche et lui donna dans le flanc un coup de genou si violent que l'animal dut lâcher l'air. Néanmoins, quand il sentit que l'on serrait la sangle de la chabraque, il coucha de nouveau ses oreilles et jeta même un regard en arrière. Bien qu'il sût l'inutilité de ce manège, il tenait à faire entendre au gardien que tout cela lui était fort désagréable et qu'il en témoignerait toujours son déplaisir. Lorsqu'il fut scellé, il avança sa jambe droite enflée et se mit à mâchonner son mors. Ce qu'il ne faisait pas non plus sans quelque raison particulière, car il devait savoir depuis longtemps que le mors n'a pas un goût fort agréable. Nestor mit un pied à l'étrier, se hissa sur le cheval, brandit son fouet, rajusta sa casaque, prit sur la selle la position de côté, cette position particulière aux chasseurs, aux cochers, aux gardiens de troupeaux, et tira la bride. Le hongre releva la tête, marquant ainsi qu'il était résigné à aller partout où l'on voudrait bien le mener, mais il ne bougea point. Il savait qu'avant de partir, on crierait beaucoup du haut de son dos pour tancer Vaska, l'aide-gardien du haras. En effet, Nestor se mit à crier. « Vaska, Vaska, as-tu fait sortir les juments ? Où vas-tu donc ? Tu dors, je gage. M'entends-tu ? Ouvre la porte et laisse passer d'abord les juments, etc. » La porte grinça. Vaska, mécontent et à moitié endormi encore, tenait près de la porte cochère son cheval par la bride et laissait sortir les bêtes. Celles-ci, une à une, défilèrent, marchant avec précaution sur la paille qu'elles flairaient, d'abord les jeunes cavales, puis les poulains, enfin les juments pleines qui engageaient avec prudence leur gros ventre dans la porte. Les cavales se groupaient par 2 ou par 3, l'une posant sa tête sur la croupe de l'autre, ce qui les faisait s'entasser en désordre au passage et leur attirait les jurons des gardiens. Les poulains, à la mamelle, s'égaraient parfois dans les jambes de juments qui n'étaient pas leurs mères et répondaient à leurs appels par des hennissements sonores. L'espiègle pouliche
une fois dehors, baissa la tête, lança une ruade et poussa un cri joyeux. Elle n'osa pourtant pas se mettre devant la vieille jument, Jouldiba, toute couverte de balles de sarrasin, qui d'un pas lent et lourd marchait comme toujours en se dandinant à la tête du troupeau. La cour, si animée naguère, devint triste et abandonnée. Les poutres sous le hangar vide et la paille piétinée, salie, c'était tout ce qu'on y voyait maintenant. Si familier que dut être au Cheval-Pie ce spectacle de désolation, il en fut sans doute péniblement impressionné, car, lentement, comme pour saluer quelqu'un, il baissa la tête, puis la releva, soupira autant que la sangle le lui permettait, et, boitant sur ses vieilles jambes raides et torses, il s'achemina derrière le troupeau avec le vieux Nestor sur son échine osseuse. Je sais, à peine sur la route, il battra son briquet et allumera sa courte pipe en bois garnie de plaquettes en cuivre et d'une chaînette, pensait le hongre. Cela ne me déplaît pas, car le matin, dans la rosée, cette odeur de tabac me rappelle beaucoup de bonnes choses. L'ennui, c'est que lorsqu'il a sa pipe entre les dents, le vieux, pour faire le beau, s'installe toujours de côté sur ma croupe, juste à l'endroit où j'ai une douleur. Mais, enfin, ce n'est pas d'hier que je souffre pour le plaisir des autres. J'en suis même venu à y trouver ma petite satisfaction de cheval. Qu'il fasse le beau, le pauvre homme. Il ne peut le faire, en somme, que lorsqu'il est seul et que personne ne le voit. Qu'il se place de côté, raisonnait le vieux hongre, en marchant sur ses vieilles jambes torses au milieu de la route. 2. Ayant conduit le troupeau au bord de la rivière, où les chevaux devaient paître, Nestor mit pied à terre et décela sa monture. Le troupeau se dissémina par la prairie encore fraîche sous la rosée et la buée matinale. Après lui avoir ôté la bride, le gardien gratta le cou du vieux hongre qui ferma les yeux en signe de plaisir et de reconnaissance. « Il aime cela, le vieux chien, » fit Nestor. Mais, en réalité, le cheval n'aimait pas cela du tout. Il faisait seulement semblant, par délicatesse, d'y trouver du plaisir. Il remua donc la tête en témoignage d'assentiment. Tout à coup, et sans aucune raison apparente, estimant peut-être que trop de familiarité risquerait de donner au vieux cheval de fausses idées sur son pauvre être, Nestor repoussa brusquement la tête du hongre et lui donna à la jambe un violent coup de bride. Puis, sans mot dire, il se dirigea vers le petit monticule où il avait l'habitude de s'asseoir, le dos contre le tronc d'un arbre. Bien que la brutalité de Nestor eût chagriné le hongre pie, il ne laissa point voir son sentiment et, broutant l'herbe sur son passage, remuant son tronçon de queue pelée, flairant et remâchant, il gagna le bord de la rivière. Sans prêter la moindre attention à ce que faisaient autour de lui les jeunes cavales et les poulains que la matinée égayait, sachant d'ailleurs que rien n'était si bon pour la santé, à son âge surtout, que de boire de l'eau à jeun et de ne manger qu'ensuite, le hongre choisit sur la berge un emplacement libre et à pente douce, descendit dans l'eau, puis, y plongeant le museau, se mit à boire avec ses vieilles lèvres déchirées aux commissures. À mesure que ses flancs se remplissaient, il éprouvait un bien-être particulier et agitait sa queue dégarnie en signe de satisfaction. Une petite cavale alezane, qui se plaisait à taquiner le vieux cheval et lui faisait 1000 misères, s'approcha de lui comme pour boire, en réalité pour lui troubler l'eau sous le nez. Mais le vieux avait déjà fini. Il fit semblant de ne point voir la manœuvre de la cavale, et tirant lentement l'un après l'autre ses pieds enfoncés, il se mit à brouter un peu à l'écart de la bruyante jeunesse. Posant ses sabots de manière à abîmer le moins d'herbe possible, il passa ainsi 3 grandes heures à manger, sans seulement relever la tête. Puis, avec son ventre empli et pendant comme un sac entre ses côtes maigres, il s'équilibra sur ses 4 pauvres jambes endolories, de manière à ne pas les faire trop souffrir, surtout son pied droit qui était le plus atteint, et il s'endormit. Il y a une vieillesse majestueuse, il y a une vieillesse hideuse et lamentable. Il y a une vieillesse tout à la fois majestueuse et hideuse, c'était précisément le cas du hongre pie. Haut d'1,60 m, il avait jadis la robe noire pie. Maintenant, les taches noires en étaient devenues d'un brun sale. Il en avait 3 de ces taches, une à la tête, commençait près du museau et descendait jusqu'à la moitié du cou. Sa longue crinière, emmêlée de boutons de bardane, était mi-partie brune et blanche. La seconde tache lui couvrait le flanc droit, jusqu'à la moitié du ventre.
La troisième occupait la croupe, le haut des cuisses et la partie supérieure de la queue dont l'extrémité était blanchâtre. La grande tête osseuse, avec 2 cavités profondes sous les yeux, avec une lèvre noire tombante au coin dès longtemps déchiré, pendait comme un poids lourd, très bas, au bout d'un cou décharné, un vrai coup de bois. Par la déchirure de la lèvre apparaissait sa langue noirâtre, déviée de côté, et les restes jaunis de ses dents inférieures toutes usées. Les oreilles, dont une fendue, retombaient de chaque côté de la tête, flasques, ne se remuant un peu que pour chasser les mouches par trop importunes. La touffe de poils, dernier débris de la crinière, flottait derrière l'une des oreilles, le front était bossuet et rugueux, la peau sous les yeux formait des bourrelets. Toute la face exprimait la patience, la sévérité, l'intelligence et une douleur profonde. Les pieds de devant, courbés en arc, avaient des enflures autour des sabots. Au genou se montrait une bosse grosse comme le poing, les pieds de derrière étaient plus forts, mais dégarnis de poils aux cuisses par le continuel frottement contre la valoir. La maigreur du corps faisait paraître les jambes démesurément longues, les flancs bien qu'arrondis étaient si décharnés que la peau semblait coller au creux des côtes. Le garrot et l'échine portaient d'innombrables traces d'anciens coups. Plus près de la croupe, un ulcère tout récent suppurait. La queue était longue et pelée, on en comptait aisément les vertèbres. Au bas de la croupe brune, des poils blancs recouvraient une ancienne plaie large comme la paume de la main. Une autre plaie cicatrisée s'apercevait sur le devant de l'omoplate. Les cuisses et la queue étaient salies par un continuel flux d'entrailles. Le poil court était hérissé sur tout le corps. Pourtant, malgré cette vieillesse répugnante du cheval, chacun demeurait frappé de son air grave, et un connaisseur eût, du premier coup d'œil, reconnu en lui un animal jadis très remarquable. Ce connaisseur eût même ajouté qu'il existait en Russie une seule race caractérisée par des os aussi larges, des sabots pareils, des jambes aussi déliées, une telle ligne du cou, surtout une tête semblable, avec des yeux grands, noirs, clairs, des faisceaux de veines près de la tête, la peau et le poil d'une finesse extrême. Il y avait en effet quelque chose de majestueux dans l'aspect de ce cheval et dans ce terrible mélange des indices repoussants de la décrépitude et des vestiges non équivoques d'une force et d'une beauté jadis triomphantes. Telle une vivante ruine, il se tenait seul au milieu de la prairie étincelante de rosée, tandis que non loin de lui piétinait, renâclait, hennissait tout un troupeau de bêtes jeunes et robustes dispersées dans toutes les directions. 3. Le soleil avait déjà émergé au-dessus de la forêt et il inondait d'une lumière éclatante la rivière et la prairie. La rosée s'évaporait, les buées matinales se dissipaient comme une fine fumée, de légers nuages frisés se groupaient, mais l'air était encore calme. Sur l'autre bord de la rivière apparaissait, pareil aux soies d'une brosse gigantesque, un champ de seigle vert et jeune. Les trèfles et les fleurs embaumaient l'atmosphère d'une odeur fraîche. On entendait un coucou du côté de la forêt. Nestor, couché sur le dos, supputait le nombre des années qui lui restaient encore à vivre. Des alouettes s'envolaient du champ et de la prairie. Un lièvre, sans doute pressé de regagner son gîte, se trouva pris au milieu du troupeau. Ayant réussi à se dégager, il s'arrêta sous un buisson et dressa les oreilles. Vasca s'endormit le nez dans l'herbe. Les juments que personne ne surveillait plus se dispersèrent encore plus loin le long de la berge. Les plus vieilles, en renâclant, traçaient un clair sillage dans la rosée et choisissaient un endroit paisible où personne ne les troublerait. Mais elles ne broutaient plus, se régalant seulement des herbes les plus succulentes. Peu à peu, tout le troupeau prit la même direction. C'était encore la vieille Jouldiba qui, marchant gravement en tête, montrait le chemin. La mouche, une toute jeune jument, hennissait éperdument et la queue en l'air jouait avec son petit poulain mauve. Une autre, la satinée, à la peau lisse et luisante que sa crinière soyeuse lui recouvrait entièrement le front et les yeux. Elle s'amusait à arracher l'herbe qu'elle jetait aussitôt et frappait le sol d'un pied au fanon touffu.
Un des plus grands poulains, ayant imaginé un jeu nouveau, courait pour la 26e fois autour de sa mère, la queue frisée et courte relevée en panache. La mère broutait tranquillement le gazon, habituée qu'elle était à l'humeur de son fils, auquel elle lançait par intervalles un regard de son œil grand et noir. Un autre poulain, un des plus petits, noir, la tête grosse, la crinière drôlement hérissée entre les oreilles, contemplait d'un œil hébété le grand poulain qui bondissait, puis il se reculait, incertain s'il devait l'envier ou le blâmer. Quelques-uns des petits tétaient. D'autres, malgré les appels de leur mère, couraient d'un petit trot gauche justement dans la direction opposée, comme en quête de quelque chose, puis s'arrêtaient on ne savait pourquoi et poussaient des hennissements de désespoir. D'autres se roulaient dans le gazon ou apprenaient à brouter l'herbe ou se grattaient la tête derrière l'oreille du bout de leurs sabots. Les poulains et les pouliches d'un an se croient déjà âgés et jouent à la grande personne, évitant les compagnies bruyantes et ne bondissant qu'à de rares intervalles. Ils broutent avec gravité, en courbant leur cou de cygne, aux poils tondus, et comme s'ils avaient vraiment des queues, remuent leurs embryons de panache. Tout comme les grands, ils se couchent ou se roulent dans l'herbe. La bande la plus joyeuse est formée par les cavales de 2 à 3 ans. Elles se tiennent presque toutes ensemble et piétinent, s'ébrouent, renâclent, hennissent à l'envi. Elles se réunissent en posant leurs têtes les unes sur le cou des autres, reniflant, bondissant et parfois, la queue relevée en trompette, défilent d'un demi-trot fier et fringant devant leurs camarades. La plus belle et aussi la plus dissipée de ce groupe de jeunes était la petite jument alezane. Ce qu'elle imaginait, toutes les autres le faisaient. Partout où elle allait, toute la bande la suivait. Ce matin-là, elle était d'une humeur particulièrement gaie, comme il arrive aussi parfois aux hommes. À la rivière, après s'être moquée du vieux cheval qui buvait, elle courut le long du bord, s'ébroua, feignit de prendre peur et s'enfuit au galop dans les champs, escortée de toute sa bande, de sorte que Vaska eut de la peine à les rattraper. Après avoir quelque peu brouté, elle se mit à se rouler dans l'herbe, à taquiner les vieilles juments en courant devant elle, à poursuivre un poulain à la mamelle comme pour le mordre. La mère s'effraya, cessa de brouter. Le poulain poussait des cris plaintifs, mais la petite espiègle ne toucha même pas à lui, elle n'avait voulu que l'épouvanter et procurer un spectacle amusant à ses compagnes qui la regardaient faire avec sympathie. Puis elle s'en fut agacer le vieux hongre-pie qui dormait. Le hongre était le souffre-douleur de cette jeunesse heureuse qui le harcelait plus que les hommes eux-mêmes. Pourtant, ni aux uns ni aux autres, il n'avait jamais fait aucun mal. Les hommes, eux au moins, c'était par nécessité qu'ils le tourmentaient. Mais les jeunes cavales, pourquoi se plaisaient-elles à le houspiller ? 4. Il était vieux, elles étaient jeunes, il était maigre, elles étaient grasses, donc il était un étranger parmi elles, un être à part et pour lequel on ne saurait avoir de la pitié. Les chevaux n'en ont guère que pour eux-mêmes et rarement pour leurs semblables. Mais enfin, ce n'était pas la faute du hongre-pie s'il était vieux, maigre et laid. Oui, mais les chevaux pensent autrement. Selon eux, celui-là seul a raison, qui est jeune, fort, heureux, qui a l'avenir devant lui et dont les muscles frémissent au moindre effort, dont la queue se relève en panache. Peut-être, dans ces moments de tranquillité, le hongre-pie comprenait-il cette façon d'envisager le monde, et l'approuvait-il même, reconnaissant qu'il avait vécu sa vie et qu'il devait maintenant en payer le prix. Mais il n'était en somme qu'un cheval, il ne pouvait pas toujours se défendre d'un sentiment de tristesse et d'indignation, en se voyant tourmenté par ces jeunes cavales pour une disgrâce qui les accablerait elles-mêmes à leur déclin. Une autre cause de leur cruauté résidait dans leurs sentiments aristocratiques. Chacun de ces chevaux descendait en ligne directe, ou par son père ou par sa mère, du célèbre Smietanka. Le cheval-pie, lui, était d'une origine inconnue. On l'avait 3 ans auparavant acheté à une foire pour 80 roubles à Signa. La cavale alezane, sous couleur de se promener, s'approcha du hongre et le bouscula légèrement. Le vieux savait ce que c'était, sans ouvrir les yeux, il coucha ses oreilles et montra les dents. La pouliche lui tourna le dos,
comme pour lui décocher une ruade. Le hongre ouvrit les yeux et s'éloigna. Il n'avait plus sommeil et se mit à brouter. De nouveau, la pouliche s'approcha de lui, accompagnée maintenant de ses camarades. Une cavale de 2 ans très sotte et qui en tout imitait l'alezane s'avança avec celle-ci vers le vieux et à l'instar de tous les imitateurs répéta grossièrement le manège de l'autre. L'alezane avait l'habitude de s'approcher sans avoir l'air de rien et de passer devant le museau du hongre sans le regarder, de sorte qu'il ne savait jamais s'il devait se fâcher ou non, et cela était vraiment amusant. C'est ce qu'elle avait fait cette fois encore. Mais sa compagne qui la suivait, prise d'une humeur particulièrement folâtre, heurta le vieux de son poitrail. Il montra de nouveau les dents, poussa un cri, et, avec une vitesse que l'on n'eût jamais attendue de lui, il se précipita sur elle et la mordit à la cuisse. La pouliche riposta par une ruade et frappa cruellement le vieux sur ses côtes maigres et nues. L'autre râla, voulut se jeter de nouveau sur la pouliche, mais il se ravisa et, avec un gros soupir, s'éloigna. La jeunesse considéra sans doute l'acte que le vieux cheval s'était permis à l'égard de la cavale comme une offense personnelle pour tous, car de toute la journée on ne lui laissa pas un instant de répit, l'empêchant de brouter, de sorte que le gardien, auquel échappait la véritable raison de cette conduite, dut intervenir à plusieurs reprises et défendre le hongre pie. Le vieux cheval se sentait tellement malheureux que, de sa propre initiative, il s'approcha de Nestor quand le moment fut venu de rentrer. Il ne fut rassuré que lorsque le gardien l'eut scellé et monté. Dieu sait à quoi songeait le hongre pie en emportant Nestor sur son dos. Pensait-il avec amertume aux jeunes cavales si cruelles envers lui, ou bien, avec la fierté méprisante et silencieuse, particulière aux vieux, pardonnait-il à ses persécutrices? Dans la soirée, des compères de Nestor vinrent le voir. En passant par le village, il aperçut un chariot devant sa maison. Après avoir ramené le troupeau dans la cour, il descendit du cheval, ferma la porte et dit à Vaska de le déceler, tellement il était pressé de rejoindre ses visiteurs. Soit que l'offense faite à une arrière-petite-fille de Smietanka par ce cheval de rien acheté à une fois, né de père et de mère inconnus, eût froissé les sentiments aristocratiques du troupeau, soit que scellé mais sans cavalier, le hongre offrit un spectacle fantastique et troublant, toujours est-il que cette nuit-là, il se passa dans la cour des choses extraordinaires. Tous les chevaux, les vieux comme les jeunes, couraient après le hongre en lui montrant les dents. On entendait des coups de sabot contre ses flancs décharnés et des gémissements. Le pauvre animal à bout de force ne pouvait plus se soustraire aux ruades. Il s'arrêta au milieu de la cour, sa physionomie exprimait la colère hideuse et débile de la vieillesse impuissante et aussi le désespoir. Il coucha ses oreilles. Tout à coup, il se produisit quelque chose qui calma les chevaux. La plus vieille des juments, la Viasopurica, s'approcha du hongre, le flaira et poussa un soupir. Le hongre soupira aussi. 5. Au milieu de la cour éclairée par la lune, le grand vieux cheval, toujours scellé, était entouré de chevaux immobiles et silencieux qui l'écoutaient avec une attention profonde, comme s'il leur racontait des choses nouvelles et extraordinaires. Et ce qu'il leur racontait était en effet nouveau et inattendu. Voici ce qu'ils apprirent. Première nuit. Oui, je suis fils d'Aimable Ier et de Baba. Mon nom, d'après le registre généalogique, est Moujik Ier. Mon sobriquet est Kolstomier. Note. Mesureur de toile, les foulées du cheval sont comparées aux larges mouvements rythmiques de l'homme qui mesure la toile. Fin de note. On m'a appelé ainsi pour mon trot allongé et régulier sans pareil dans toute la Russie. Aucun autre cheval au monde n'est d'un sang aussi pur que le mien. Je ne vous l'aurais jamais dit, à quoi bon? Vous ne m'auriez jamais reconnu. Pas plus que Viasopurica, qui, elle, ne m'a reconnu que tout à l'heure, bien que nous fussions ensemble au haras de Krianov. Sans son témoignage, d'ailleurs, vous ne m'auriez pas cru. Pourquoi parler dès lors? Je n'ai pas besoin de votre pitié de cheval. Mais vous l'avez voulu. Eh bien oui, je suis ce Kolstomier que les connaisseurs recherchent et n'arrivent pas à retrouver, ce même Kolstomier que le comte lui-même appréciait, et qu'il a cependant vendu
parce que j'avais dépassé le cygne, son favori, aux courses. Lorsque je vins au monde, je ne savais pas ce que signifiait le mot pie. Je pensais que j'étais un cheval, voilà tout. Les premières remarques que l'on fit sur ma robe nous frappèrent, ma mère et moi. Je naquis de nuit, sans doute, car le matin, nettoyé par ma mère, je me tenais sur mes pieds. Je me rappelle que j'avais un désir vague de je ne sais quoi, et que tout me semblait à la fois simple et extraordinaire. Nos écuries se trouvaient dans un couloir chauffé aux portes grillées dont la claire-voie permettait de tout voir. Ma mère me présentait ses mamelles, mais j'étais si naïf que je les cherchais entre ses pieds de devant. Tout à coup, elle jeta un coup d'œil en arrière et s'écarta un peu, ayant aperçu le palefrenier qui nous examinait à travers le grillage de la porte. Il entra et m'entoura de ses bras. « Viens voir, Taras, il a la robe pie, comme une pie. » Je m'arrachai de ses bras, et ayant glissé, je tombai sur mes genoux. « Quel diablotin !» fit le palefrenier. Ma mère était inquiète, mais n'osant pas me défendre, elle se borna à soupirer profondément et s'écarta encore davantage. Tous les palefreniers se rassemblèrent pour me voir, l'un d'eux courut prévenir l'écuyer. Tous riaient à la vue des taches de ma robe. On me donnait des sobriquets bizarres. Ni moi, ni ma mère elle-même n'en comprenions la signification. Jusqu'alors, il n'y avait jamais eu de cheval pie dans notre famille. Nous ne pensions pas qu'il y eût quelque mal à cela. Quant à mes forces et à mes formes, tout le monde, dès ma naissance, était unanime à les admirer. « Pour être vif, il est vif. Impossible de le retenir », remarqua un palefrenier. Un peu après survint l'écuyer. Ma robe l'étonna et même l'attrista. « De qui tient-il cette vilaine robe ? Je me le demande, » fit-il. « Le général ne voudra jamais le garder dans ses écuries. Hé, Baba, il n'a pas une jolie couleur, ton poulain, » ajouta-t-il en s'adressant à ma mère. « Si encore il avait une étoile au front, mais des taches pareilles !» Ma mère ne répondit rien, mais comme l'on fait toujours dans ces cas-là, elle soupira de nouveau. « Mais de qui diable peut-il bien tenir cela ? Un vrai moujik, quoi !» poursuivit l'écuyer. « C'est une honte, on ne pourra pas le garder dans les écuries. Avec cela, il est beau, très beau, il n'y a pas à dire, » conclut-il, de même que tous ceux qui me regardaient. Quelques jours après, ce fut le général lui-même qui vint. Il m'examina, et cette fois encore, la couleur de ma robe nous valut force injures, à ma mère et à moi. Mais pour être beau, il est réellement beau, conclut-il lui aussi. Jusqu'au printemps, nous vécûmes dans les écuries bien chaudes, chacun avec sa mère. De temps à autre seulement, et lorsque la neige eut commencé à fondre, on nous laissa sortir dans la grande cour, couverte de paille fraîche. Ce fut là que je fis connaissance avec tous mes parents proches ou éloignés. Je vis sortir de différentes portes, avec leurs petits, toutes les juments fameuses de l'époque. La vieille hollandaise, la mouche, fille de Smietanka, la rousse, la douce, jument de sel, bref, toutes les célébrités étaient là, se promenant au soleil avec leurs poulains, se roulant sur la paille fraîche et se flairant l'une l'autre comme de simples chevaux. Je ne puis oublier cette cour ainsi remplie des plus belles juments de ce temps-là. Vous auriez quelque peine à m'imaginer jeune et espiègle. C'est la vérité pourtant. Là se trouvait aussi Viaso Pourrica. Elle n'avait alors qu'1 an. C'était une petite pouliche gentille et gaie au possible. Mais soit dit sans la froisser, je dois déclarer que, bien qu'elle passe parmi vous comme étant du sang le plus pur, elle était de mon temps considérée comme un animal fort médiocre. Elle vous le confirmera du reste elle-même. Ma robe, qui avait tant déplu aux hommes, enchanta les chevaux. Je fus entouré et fêté, et je commençais déjà à oublier les propos malséants que ma couleur inspirait aux hommes. Je me sentais très heureux. Bientôt après, on nous envoya brouter. Alors je connus des joies nouvelles. J'eus des compagnons et des amis. Nous apprenions ensemble à brouter, à hennir comme les grands et à bondir la queue haute autour de nos mères. Ce fut un bon temps. On me passait tout. Chacun m'aimait et m'admirait. Malheureusement, cela ne devait pas durer. À ces mots, le vieux hongre soupira douloureusement et s'éloigna des chevaux. Depuis longtemps déjà, l'aube avait commencé à poindre. La porte cochère cria, laissant passer Nestor, et les chevaux se séparèrent. Le gardien rajusta la selle sur le dos du hongre et fit sortir le troupeau. 6. Deuxième nuit.
Dès qu'il fut rentré, tout le troupeau se groupa comme la veille autour du cheval pie, qui continua son récit en ces termes. Au mois d'août, on me sépara de ma mère, mais je n'en éprouvai pas un trop grand chagrin, car je savais qu'on allait me donner un camarade de mon âge et que, chaque jour, en bande joyeuse, nous tous, les jeunes poulains, nous serions envoyés aux prairies. Je me trouvais dans le même enclos que l'aimable. C'était un cheval de selle. Par la suite, il servit de monture à l'empereur lui-même, grâce à quoi il eut le bonheur de se voir en peinture et en sculpture. Mais de mon temps, ce n'était encore qu'un poulain à la mamelle, aux poils doux et luisants, au cou de cygne, aux pieds fins et droits comme des cordes tendues. Enjoué, bon, aimable, il était toujours prêt à s'amuser, à plaisanter les chevaux et les hommes. Nous nous liâmes, étant toujours ensemble, et notre amitié dura jusqu'au moment où un mal funeste, incompréhensible, vint fondre sur moi. Je perdis la voix, je cessai de hennir, je tombai dans une humeur noire. Le monde changea complètement d'aspect à mes yeux. Tout me devint odieux et je me plongeai dans de tristes réflexions. Tout me dégoûtait. Je cessai même de manger, de boire, de me promener. Je ne pensais plus du tout au jeu. Parfois, j'éprouvais une vague envie de faire un saut, de pousser un hennissement, mais tout de suite je m'arrêtais. À quoi bon? Et c'est ainsi que peu à peu se dissipait le restant de ma belle humeur. Un jour qu'on me promenait avec une longe au cou, je vis au loin un tourbillon de poussière. C'était le haras qui rentrait. J'aperçus les vagues silhouettes de toutes nos cavales. J'entendis leur hennissement joyeux et le piétinement de leurs sabots. Je m'arrêtai malgré la douleur que me causait la longe tendue par la main du palefrenier. Je regardais approcher le troupeau comme on regarde son bonheur à jamais brisé, évanoui. Dès ma plus tendre enfance, j'étais enclin à la méditation. Maintenant, je m'y abandonnais tout à fait. Je réfléchissais à l'injustice des hommes qui m'avaient condamné à cause de ma robe pie, mais surtout je réfléchissais au caractère distinctif de cette race bizarre à laquelle nous sommes si étroitement liés et que nous appelons les hommes. Leurs sentiments à mon égard me furent expliqués un jour à la suite de l'accident que voici. C'était en hiver, pendant les fêtes. De toute la journée, on ne m'avait rien donné à manger ni à boire. Je sus plus tard que c'était parce que le palefrenier était ivre-mort. Ce même jour, l'écuyer entra chez moi, s'aperçut que je n'avais pas de nourriture et se mit à accabler de jurons le palefrenier qui n'était pas là. Après quoi il partit. Le lendemain, le palefrenier, avec un de ses camarades, vint m'apporter du foin. Il était pâle et triste, et toute sa personne, son dos en particulier, avait un air de souffrance qui faisait pitié. D'un air fâché, il me jeta du foin à travers la grille, et lorsque je voulus lui mettre mon museau sur l'épaule, il m'assena du poing une bourrade si formidable que je reculai. Il ne s'en tint pas là, et me donna encore un coup de pied dans le ventre. Sans ce vilain galeux, tout se serait bien passé, fit-il. Et pourquoi? Lui demanda l'autre palefrenier. Parce que, n'aie pas peur, l'écuyer ne viendra pas voir les chevaux du comte. Le sien, il lui rend visite 2 fois par jour. On lui a donc donné ce cheval pie. Donné ou vendu, le diable le sait. Toujours est-il qu'il se soucie fort peu des chevaux du comte. Je pourrais les laisser mourir de faim. Tandis que pour le sien, comment as-tu osé oublier de donner à manger à mon poulain? Couche-toi. Et il m'a fait donner le knout, sans pitié. Il n'a pas un cœur chrétien. Il plaint une bête plus qu'un homme. Pire qu'un païen. Il comptait lui-même les coups, ce barbare. Jamais le général n'a fait battre personne avec une telle rigueur. Tout mon dos n'est qu'un seul bleu. C'est un homme qui n'a pas l'âme chrétienne. Ce qu'il disait de knout et d'âme chrétienne, je le comprenais. Mais les mots « son poulain » me demeuraient obscurs. Je voyais seulement que ces hommes établissaient un certain rapport entre l'écuyer et moi, mais quel était ce rapport? C'est ce que je ne pus saisir. Ce ne fut que longtemps après, quand on m'eut séparé des autres chevaux, que je compris le sens de ces paroles. J'étais la propriété d'un homme. Mais à cette époque-là, ces paroles « mon cheval » me semblaient aussi étranges, appliquées à moi, à un être vivant, que si l'on disait « mon sol »,« mon air », mon eau. Ces mots produisirent pourtant sur moi une impression profonde. Je ne cessai d'y réfléchir, et ce ne fut qu'après de longues et diverses accointances avec les hommes que je réussis à m'en expliquer le sens. Le voici.
Les hommes, dans le cours de leur vie, se laissent guider, non par des faits, mais par des mots. Ils aiment bien moins la faculté de faire ou de ne point faire une chose, que de parler de cette chose en des termes établis entre eux, et dont ceux-ci, mon, ma, le mien, la mienne, ont à leurs yeux une importance considérable, car ils les appliquent aux êtres, aux objets, à la terre, même aux hommes et aux chevaux. Ils s'entendent de façon que, parlant d'une certaine chose, un seul homme puisse y appliquer le mot « mienne ». Celui qui, d'après leur jeu, a le droit d'appliquer ce mot au plus grand nombre d'objets est jugé le plus heureux d'entre tous. Pourquoi en est-il ainsi, je l'ignore, mais il en est ainsi. Je cherchais à me l'expliquer par quelque avantage immédiat, mais je reconnus que cette explication était fausse, et voici pourquoi. Beaucoup parmi les hommes qui disaient, en parlant de moi, mon cheval, ne se servaient jamais de moi, et pas davantage ils ne me donnaient ma nourriture. Ceux qui me soignaient, c'étaient encore et toujours des étrangers, des cochers, des vétérinaires. Ayant élargi par la suite la sphère de mes observations, je fus amené à me convaincre que le mot « mien » a pour unique provenance l'instinct bas et bestial que les hommes appellent sentiment ou droit de propriété. En effet, l'homme dit « ma maison », et il ne l'habite pas, se contentant de veiller à sa construction et à son entretien. Le marchand dit « ma boutique » ou « mon magasin de draps », et il ne se fait pas ses vêtements avec le meilleur drap de sa boutique. Il y a des gens qui disent « mes terres » et qui n'ont jamais vu ces terres, qui n'y ont jamais mis le pied. Il y a des gens qui en appellent d'autres « mes gens » et qui ne les ont jamais regardés. Et tous les rapports de ces gens-là avec ceux qu'ils possèdent consistent à leur faire du mal. Bref, les hommes s'efforcent dans le cours de leur vie, non pas de faire le plus de bons actes possibles, mais de pouvoir appeler leur le plus de choses possibles. Je suis convaincu à présent que là réside la différence essentielle entre les hommes et nous. C'est pourquoi, sans parler d'autres avantages que nous avons sur les hommes, je crois que nous pouvons dire hardiment que nous occupons sur l'échelle des êtres vivants un rang supérieur à celui des hommes, car eux sont guidés par des mots, et nous par des faits. Eh bien, ce droit de m'appeler mon cheval avait été donné à mon écuyer, et c'est pourquoi il avait fait fouetter le palefrenier. Cette découverte me frappa beaucoup, et, après les mélancoliques réflexions que provoquèrent en moi les propos des hommes sur la couleur de ma robe, acheva de me rendre taciturne et soucieux tel que vous me voyez maintenant. J'étais doublement malheureux, à cause de ma robe, à cause du droit de propriété que l'écuyer s'arrogeait sur moi, alors que je croyais n'appartenir qu'à Dieu et à moi-même, comme toute créature vivante. Cette manière de me considérer comme un objet de propriété eut de nombreuses conséquences. D'abord, on me sépara des autres chevaux. On me nourrit mieux, on s'occupa de mon dressage, on m'attela plus tôt que les autres. J'avais 3 ans à peine lorsqu'on m'attela pour la première fois. Je me souviens que l'écuyer, celui-là même qui s'imaginait que j'étais sa propriété, et toute la séquelle des palefreniers se mirent à cette besogne, craignant de ma part une révolte ou une résistance. Ils m'entourèrent, me maintinrent avec des cordes, me poussèrent entre les brancards auxquels ils attachèrent une grande croix en cuir qu'ils avaient au préalable assujettie sur mon dos pour m'empêcher d'abîmer la voiture en ruant, et dire que moi je n'attendais que l'occasion de manifester mon zèle et mon ardeur au travail. Tous furent surpris lorsqu'ils me virent partir comme un vieux cheval. On m'attelait tous les jours et j'apprenais à aller au trot. Je faisais des progrès quotidiens, de sorte qu'au bout de 3 mois, le général lui-même et beaucoup d'autres louèrent fort mon allure. Mais chose étrange, ils n'appréciaient pas cette allure autant qu'ils l'auraient fait si je n'avais appartenu à l'écuyer. Ainsi, l'on faisait courir mes frères les étalons à l'hippodrome, on notait le trajet qu'ils parcouraient par minute, on venait les admirer, on les attelait à des voitures dorées, on les couvrait de housses magnifiques. Pour moi, c'était bien différent. On m'attelait à une voiture toute simple et j'allais avec l'écuyer pour ses affaires dans les villages voisins. Et tout cela parce que j'avais une robe pie, et surtout parce que je n'appartenais pas au comte, mais à l'écuyer. Demain, si nous sommes encore en vie, je vous raconterai ce qu'il advint encore pour moi de ce droit de propriété que l'écuyer s'arrogeait sur ma personne. Dans la journée qui suivit, les chevaux traitèrent Kolstomier avec respect. Seul le vieux Nestor ne changea point. Il se montra pour lui aussi grossier que la veille. 3e nuit.
Le mince croissant de la nouvelle lune éclairait Kolstomir, qui se tenait au milieu de la cour, entouré de tous les chevaux. La conséquence la plus notable, et en même temps la plus extraordinaire de ce fait que je n'appartenais ni à Dieu, ni au comte, mais à l'écuyer, fut que ce qui constitue notre plus grande qualité, le trot rapide, devint la cause même de mon exil. On faisait faire de l'exercice au cygne, à l'hippodrome. L'écuyer et moi, en rentrant d'un village, nous nous arrêtâmes tout près de là. Le cygne passa devant nous, son allure était bonne, mais elle marquait plus d'élégance que de véritable force. Il manquait de cette sûreté que donne seule une patiente étude de soi-même. Il ne savait pas, comme moi, lever un sabot au moment précis où l'autre touchait le sol, de manière à ne laisser perdre aucune parcelle d'énergie. Le cygne passa devant nous, je sentis une force étrange m'attirer vers l'hippodrome, et l'écuyer ne me retint pas. « Si j'essayais l'allure de mon pis, fit-il. Et lorsque le cygne repassa devant nous, il me lâcha la bride. Mon rival, grâce au bénéfice de la vitesse acquise, garda la tête au premier tour, mais bientôt je commençais à gagner du terrain. Me voilà déjà tout près de la voiture à laquelle mon concurrent est attelé. Encore un court moment de lutte, et je l'atteins, je le dépasse, je le laisse derrière moi. On recommença, le résultat fut le même. J'étais le plus fort. Cette constatation inattendue épouvanta tout le monde. Le général ordonna qu'on me vendît au plus vite et le plus loin possible, afin que le comte ignorât toujours la défaite de son favori. « À Dieu ne plaise que le comte ne l'apprenne jamais, disait-il, il ferait un malheur. » Et l'on me vendit à un maquignon. Je ne demeurai pas longtemps chez lui, je fus acheté par un hussard. Devant une injustice aussi cruelle, je fus content de quitter mon village, et tout ce qui naguère m'y était si cher. Ma position y était devenue par trop pénible. Aux autres chevaux, les honneurs et la liberté. À moi le travail et l'humiliation jusqu'à la fin de mes jours. Et pourquoi? Parce que j'étais un cheval pie, et qu'à cause de ma robe, je devais fatalement devenir la propriété de quelqu'un. 8. Quatrième nuit. Le soir venu, aussitôt que la porte cochère se fut refermée et que tout s'apaisa, le cheval pie continua son récit. Je fis beaucoup d'observations sur les hommes et sur les chevaux dans le cours de mes pérégrinations. Parmi les maîtres que le sort me donna, il y en eut 2 chez lesquels je demeurai plus longtemps. Chez un prince, officier de hussards, et chez une bonne vieille dame qui habitait Moscou. Le temps que je passai chez l'officier fut le plus heureux de ma vie. Bien qu'il dût être la cause de ma perte définitive, et qu'il n'aimât rien ni personne, sauf lui-même, moi je l'aimais, je l'aime encore, et justement pour cela. C'est un sentiment élevé que vous comprendrez chez un cheval. Sa froideur et ma dépendance ajoutaient encore à l'acuité de ma passion. Tue-moi, accable-moi jusqu'à me faire rendre l'âme, je n'en serai que plus heureux, pensai-je. Il m'acheta pour 800 roubles au maquignon à qui l'écuyer m'avait vendu. Il m'acheta parce que personne n'avait de cheval pie. Oui, ce fut le plus heureux temps de ma vie. Voilà comment s'écoulait mon existence. Le matin, un palefrenier venait faire ma toilette. C'était un jeune paysan, presque un enfant encore. Il ouvrait la porte de l'écurie, laissait l'air se renouveler, rejetait le crottin au dehors, ôtait la couverture de mon dos et se mettait à m'étriller. Je lui mordillais les manches et frappais gaiement le sol de mon pied. Puis il me lavait en admirant mes taches qu'il avait rendues si propres et luisantes, et mes jambes droites comme des flèches, aux sabots larges, et ma croupe nette et brillante comme un sou neuf. Ensuite, on me donnait du foin et on remplissait d'avoine la mangeoire en bois de chêne. Enfin arrivait le premier cocher, Théophane. Maître et cocher se ressemblaient. Tous les 2 n'avaient peur de rien, n'aimaient personne, sauf eux-mêmes, et chacun les aimait pour cette raison même. Théophane portait une blouse rouge, un cafetan et un pantalon de velours. J'avais plaisir à le voir les jours de fête, lorsque endimanché et pommadé, il entrait dans mon enclos et me saluait de ces paroles « Eh bien, l'animal, tu m'as oublié, hein ?» Et avec le manche de la fourche, il me donnait un léger coup sur la cuisse. Cela ne me faisait jamais de mal. Théophane plaisantait seulement, je le comprenais, et en réponse, je couchais les oreilles et claquais des dents. Nous avions un étalon noir, polcan. Le soir, on nous attelait ensemble. Celui-là ne comprenait pas la plaisanterie.
Il était méchant comme un diable. À travers la cloison qui séparait nos enclos, j'étais forcé parfois de me quereller sérieusement avec lui. Mais Théophane n'avait pas peur de l'étalon, il s'approchait de lui avec des cris terribles, à les entendre, on aurait cru qu'il allait le tuer. Point, il lui passait tout simplement une longe. Un jour que nous étions attelés ensemble, nous prîmes le mort aux dents. C'était en plein Moscou, au pont des Maréchaux. Ni le maître ni le cocher ne s'en effrayèrent, ils riaient, criaient gare, retenaient l'attelage, tournaient et n'écrasaient personne. À ce service, je perdis mes meilleures qualités et la moitié de ma vie. On m'abreuvait à contretemps, on me rendit fourbu, mais j'étais heureux. À midi, on nettoyait mes sabots, on peignait ma crinière et l'on m'attelait. Notre traîneau était en jonc natté, recouvert de velours. Les boucles des harnais étaient en argent, les guides en soie, l'ensemble était éblouissant de luxe. Lorsque les innombrables petites courroies se trouvaient mises en place, il était vraiment difficile de distinguer où cessait le harnachement, où commençait le cheval. Quand j'étais attelé, arrivait Théophane, le derrière plus large que les épaules, une ceinture rouge jusqu'aux aisselles. Il jetait un coup d'œil sur l'équipage, puis s'asseyait sur le siège, rajustait son cafetan, prenait le fouet, dont il ne se servait d'ailleurs jamais avec moi, et disait « Lâchez ». Je partais, la cuisinière, sortie pour jeter les eaux sales, s'arrêtait, émerveillée, pour nous regarder, le paysan qui venait d'apporter du bois écarquillait les yeux. Devant le perron, on faisait halte. Les laquais, les cochers des invités échangeaient des propos. Il nous arrivait parfois d'attendre là 2 ou 3 heures. De temps à autre, on faisait un petit tour dans la cour et de nouveau l'on s'arrêtait devant le perron. Enfin, un domestique en habit noir accourait. « Avance !» Théophane avançait et le prince s'approchait, sans daigner jeter un coup d'œil sur l'attelage, comme s'il n'y avait rien de remarquable dans l'aspect de ce traîneau, de ce cheval et de ce Théophane qui, le dos courbé et les bras tendus en avant, ressemblait à une statue en métal coulé. Le prince s'approchait, coiffé du shako, le corps serré dans une pelisse dont le collet en renard bleu abritait sa figure de beau brun qu'il n'aurait jamais dû cacher. Il traînait son sabre et s'avançait sans prêter la moindre attention à ce que les gens admiraient le plus en nous. Je jetai sur le prince un regard oblique. Je secouai ma tête de pur sang en faisant voler ma crinière. S'il était de bonne humeur, le prince adressait quelques paroles aimables au cocher. Celui-ci répondait en tournant à peine sa belle tête et sans bouger les bras, imprimait au guide un mouvement presque imperceptible. Je faisais un pas, 2, 3 pas, et puis, avec un frémissement de tous mes muscles, je prenais mon élan. « Gare, gare !» criait Théophane. Et la foule s'écartait et s'arrêtait pour admirer le beau cheval, le beau cocher, le beau maître. De mon temps, on n'avait pas encore l'habitude de crier « Oh !» comme si le cocher avait une douleur quelque part. Mon plus grand plaisir était de dépasser un trotteur. Aussitôt que Théophane et moi nous apercevions de loin un attelage digne de notre effort, nous volions comme l'ouragan en diminuant à chaque seconde la distance qui nous séparait. Voici que je renifle déjà au-dessus de la tête du maître, voici que j'atteins mon rival, un instant encore et je le laisse en arrière, et le bruit de ses sabots arrive de plus en plus confus à mes oreilles. Le prince Théophane et moi-même nous faisions semblant de ne nous apercevoir de rien, comme si nous avions marché de notre pas accoutumé, sans nous inquiéter des attelages ordinaires rencontrés sur notre chemin. Mais j'aimais aussi à croiser un bon trotteur. Un instant, un bruit, un regard, et nous voici déjà séparés, lui allant d'un côté, moi d'un autre. La porte grinça, on entendit les voix de Nestor et de Vasca. 9. 5e nuit. Le temps changea. Dès le matin, le ciel était couvert, il n'y avait pas de rosée. Mais il faisait chaud et les moustiques importunaient. Le soir, aussitôt rentrés, les chevaux formèrent le cercle autour du hongre pie qui termina son histoire. Mon bonheur ne dura pas longtemps, 2 ans à peine. Vers la fin du second hiver, il m'arriva d'abord un événement heureux et puis le plus grand malheur de ma vie. C'était pendant le carnaval, nous allâmes aux courses avec le prince. Le Satiné et le taureau, 2 chevaux célèbres, devaient courir.
Et vous, Serpuchowskoï, demanda le propriétaire du Satiné à mon maître, quand donc nous montrerez-vous votre auteur? J'en ai précisément un là, lui répondit mon maître en me désignant, qui, j'en suis sûr, n'aurait pas de peine à prendre de vitesse votre Satiné lui-même. Eh, il faudrait voir. Parions 1000 roubles, si vous voulez. On nous mit, le Satiné et moi, l'un à côté de l'autre. Lui était attelé à un traîneau de course très léger, moi à un traîneau de ville. Pourtant, au premier tournant, je le laissais en arrière et finalement je gagnais de 5 secondes. Des rires et des cris de transport m'accueillirent, on me promena, une foule me suivit et 5 amateurs offrirent de moi au prince plusieurs milliers de roubles. Il se contenta de rire en montrant ses dents blanches. Non, répondit-il, ce n'est pas un cheval, cela, c'est un ami. Je ne le vendrai pas pour des montagnes d'or. Au revoir, messieurs. Il monta dans le traîneau et dit au cocher de le mener vivement. Le soir tombait, le prince était sans doute bien pressé d'arriver, car il se passa une chose inouïe. On me donnait des coups de fouet, on me forçait d'aller au galop. Je voulus reprendre le trot, mais le prince hors de lui cria au cocher « Dépêche-toi !» Le fouet siffla et me cingla l'échine. Nous arrivâmes, puis nous revînmes. Mais toute la nuit je frissonnais et ne pus manger. Le matin on me donna à boire, et dès ce moment je fus perdu. Je tombai malade, on me tourmenta, ou pour parler le langage des hommes, on me soigna. Mes sabots se déchaussèrent, mes jambes s'enflèrent et s'infléchirent. Ma poitrine se creusa, je devins apathique et sans force. On me vendit à un maquignon qui me nourrit de carottes et de je ne sais quoi encore, ce qui me donna une apparence capable de tromper tout autre qu'un connaisseur, mais je n'avais plus ni mes forces ni mon trot rapide. En outre, ce maquignon me torturait encore en me fouettant et en m'exaspérant dans mon enclos, jusqu'à m'en donner des accès de rage chaque fois qu'un acheteur survenait. Puis il effaçait les traces du fouet et me faisait sortir. Il me revendit à une vieille dame dévote, et qui faisait donner chaque jour le knout à son cocher. Le pauvre homme venait pleurer dans mon enclos, et j'appris que les larmes ont un goût salé, agréable. Bientôt, la vieille dame mourut, son intendant m'emmena à la campagne, chez un petit marchand. Un jour, j'avalai une trop forte ration de blé, et je retombai malade. On me vendit à un paysan. Là, je labourais la terre, et je ne mangeais presque rien. En outre, le fer de la charrue me blessa le pied. De nouveau, la maladie me terrassa. Le paysan me céda un tzigane contre un autre cheval. Mon nouveau maître me martyrisait. Il finit par me vendre à notre intendant. Voilà comment je suis ici. Tout le haras resta silencieux. La pluie commençait à tomber. 10. Kolstomier aurait peut-être glané encore dans ses souvenirs quelque chose à raconter à son auditoire. Il en fut empêché par Vaska, qui lui jeta une couverture sur le dos et partit à fond de train. Il le laissa jusqu'au matin à la porte du cabaret en compagnie d'un cheval de paysan. Les 2 chevaux se léchèrent. Le matin, dans la prairie, Kolstomier ne cessait pas de se gratter. « Cela me démange, se disait-il. » 5 jours se passèrent. On fit venir un vétérinaire qui s'écria d'un air jovial « Mais c'est la gale, vendez ce cheval à un tzigane. »« Non, il vaut mieux le tuer, et aujourd'hui même. » La matinée était calme et claire, le troupeau était dans les champs. Kolstomier resta dans le haras. Un homme vint, étrange, maigre, basané, sale, dans un cafetan qu'éclaboussait quelque chose de noirâtre. C'étaient les carisseurs. Il prit le cheval par la bride, sans même le regarder, et l'emmena. Kolstomier le suivit avec docilité, entraînant péniblement les jambes. En sortant de la porte cochère, il voulut aller vers l'abreuvoir, mais l'équarrisseur tira la bride. Ce n'est plus la peine, maintenant. L'équarrisseur et Vaska, qui les suivaient, s'arrêtèrent dans une petite vallée, derrière la briqueterie, comme s'il y eût quelque chose de particulier dans cet endroit absolument banal. Après avoir remis la bride à Vaska, l'équarrisseur ôta son cafetan, retroussa les manches de sa chemise et tira de sa botte un grand couteau avec une pierre à aiguiser. Le cheval, qui s'ennuyait à ne rien faire, voulut mâchonner la bride, mais il ne put la saisir. Il soupira et ferma les yeux. Sa lèvre inférieure pendait, découvrant les dents jaunes, usées. Il commençait à sommeiller au bruit monotone du couteau qu'on aiguisait.
Un frisson agitait par instants sa jambe maladive et enflée. Tout à coup, il sentit qu'on lui saisissait la mâchoire et qu'on lui soulevait la tête. Il ouvrit les yeux. 2 chiens étaient devant lui, dont l'un flairait autour de l'équarrisseur et dont l'autre examinait le cheval comme si c'était de lui précisément qu'il attendait quelque chose. Le cheval les regarda et se mit à frotter son museau contre la main qui le tenait. « On veut sans doute me soigner encore, se dit-il. Laissons faire. » En effet, il sentit qu'on lui faisait quelque chose à la gorge. Il éprouva une douleur, frissonna, chancela, mais il resta debout et attendit ce qui allait advenir. Il advint qu'un liquide ruissela sur son cou et son poitrail. Il aspira longuement et il eut comme la sensation qu'on l'allégeait d'un grand fardeau. C'était du lourd fardeau de la vie qu'on le débarrassait. Il ferma les yeux, inclina la tête. Personne ne le soutenait plus. Ses jambes furent secouées d'un frisson, vacillèrent. Il en fut plus étonné qu'effrayé. Tout prenait à ses yeux un aspect nouveau. Tout surpris, il s'élança en avant, voulut sauter, mais ses jambes s'entrelacèrent, il chancela et tomba sur le flanc gauche. L'équarrisseur attendit que les convulsions eussent pris fin, il chassa les chiens qui s'étaient approchés, puis, ayant prié Vaska de tenir le cheval par un pied, il se mit à l'écorcher. « Voilà c'en est fait de ce cheval, dit Vaska. »« S'il n'avait pas été si maigre, sa peau aurait été belle, » répondit l'équarrisseur. Le soir, quand les chevaux revinrent des champs, ceux qui marchaient à gauche purent voir en bas quelque chose de rouge, autour de quoi se démenaient des chiens, volaient des corbeaux et des éperviers. Un chien, les pattes sur la charogne, arrachait avec bruit un morceau de chair. La jument alezane s'arrêta, tendit le cou et longuement flaira l'air. On eut de la peine à l'éloigner de là. Au petit jour, dans le ravin de la vieille forêt, des louveteaux hurlaient joyeusement. Ils étaient 5, dont un petit avec la tête plus grosse que le corps. La louve maigre, traînant son ventre plein aux mamelles pendantes, sortit des broussailles et s'assit auprès de ces louveteaux qui l'entourèrent, formant un demi-cercle. Elle s'approcha du plus petit, fléchit un genou, baissa le museau, puis, après quelques mouvements convulsifs, ouvrit la gueule, fit un effort et recracha un gros morceau de viande de cheval. Les loups voulurent se jeter dessus, mais la louve les arrêta et donna tout au petit qui, en hurlant, se mit à dévorer la viande. De la même façon, la mère cracha un morceau à chaque louveteau, puis elle se coucha pour dormir. 8 jours plus tard, il n'y avait plus, derrière la briqueterie, qu'un grand crâne et 2 fémurs. Le reste avait disparu. L'été suivant, un paysan qui ramassait les os emporta le crâne et les fémurs qu'il alla vendre. Quant au prince, l'ex-propriétaire de Clostomière, ruiné et vieilli avant l'âge, il continuait toujours, cadavre vivant, à marcher, à manger et à boire. Il ne fut enterré que longtemps après. Ni sa peau, ni sa viande, ni ses os ne furent d'aucune utilité pour personne. Et comme il y avait 20 ans que ce cadavre vivant était à charge à tout le monde, son enterrement ne fut qu'un ennui de plus pour ceux qui l'avaient connu. Depuis longtemps, chacun en avait assez de lui. Pourtant, les gens qui enterrent leurs morts crurent de leur devoir de passer à ce corps enflé tout de suite décomposé un bel uniforme, de belles bottines, et de le mettre dans une belle bière neuve, doublée d'une caisse en plomb, de le transporter à Moscou, d'y fouiller de vieilles tombes, et d'y enfouir ce corps pourri, grouillant de verre, en uniforme neuf et bottines vernies, et finalement de recouvrir tout cela de terre. Ici se termine Histoire d'un cheval par Léon Tolstoï, enregistré par Christiane Jehanne.